Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez beaucoup voyagé et fait voyager vos lecteurs dans des romans toujours très personnels et résolument novateurs. C'est encore le cas aujourd'hui avec un roman en forme d'exobiographie. Bonjour Elisabeth Barillet. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on connaît vos livres, on vous connaît moins, mais vous avez un parcours tellement fourni qu'on va l'évoquer, c'est le principe des clés d'une vie. Vous sortez un livre, Les Sœurs et autres espèces de vivants, chez Arléa La Rencontre, et ça on va en parler aussi, parce que c'est un livre étonnant. Et le principe des clés d'une vie, donc, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Donc on va y aller avec une première date, que vous n'avez pas oublié, le 25 juillet 1986. Écoutez. Apostrophe, et vous êtes invité dans la dernière émission avant l'été intitulée Des romans pour vos vacances, et vous sortez votre premier roman, Encore de jeune fille. Vous en souvenez de cette émission ? Je me souviens très très bien de l'émission, évidemment. Je me souviens aussi du lendemain de l'émission, ce qu'on appelait l'effet pivot. Et le lendemain de l'émission, je passe devant les Galeries Lafayette. À l'époque, il y avait encore une librairie aux Galeries Lafayette. C'est vous dire que ça remonte quand même à loin. Et le livre était en vitrine des Galeries Lafayette. Donc ça, c'était assez étonnant. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens en partie du plateau, des écrivains. Il y avait Amin Malouf. Oui, et c'était sa première télé. Exactement. Et Amin Malouf, donc c'était aussi la première télévision et le premier roman. Il y avait Barjavel qui était là. Oui. Vous voyez, j'ai pas révisé, mais je me souviens très 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 bien. Non, c'était formidable. Moi, je me rendais pas du tout compte, pas du tout compte le privilège d'être invité sur le plateau d'Apostrophe. C'est-à-dire que Pivot choisissait lui-même ses invités, il faisait des piles chez lui de livres et quand on était invité, on allait dans son bureau, enfin via son livre. Comment vous aviez été invité? C'était venu comme ça? Je ne peux pas vous dire. C'était mon attaché de presse qui un jour m'appelle complètement extatique et excité en me disant tu vas faire pivot. Et il y a eu des grèves, je me souviens, il y a eu quelques grèves à la même époque et je pense qu'on était suspendus. Est-ce que ça va se faire ou ça va pas faire? Non, voilà, ça c'est fait très très naturellement, mais j'ai des images très précises, oui, je me souviens même de la manière dont j'étais vêtue. Oui, c'est clair. Vous avez une sorte de décolleté. J'avais une robe à noir à pois blanc, une robe un peu d'ingénu. Alors, c'était pas du tout voulu, mais ça, c'est l'inconscient qui parfois nous souffle nous souffle des bonnes ou parfois des mauvaises idées aussi. Mais voilà, non, mais j'arrivais. Pas du tout innocente, j'étais pas innocente, mais j'arrivais fraîche, si je puis dire. Voilà. Et Pivot vous présente et dit immédiatement, 5 ans plus tôt, votre roman aurait fait scandale, Elisabeth Barillet. Oui, mais il a fait scandale quand même en 86. Alors, ce qui était très amusant, c'est que moi, j'étais une étudiante en lettres, j'avais préparé Normal Sup, Hippocane, Cagne, et je me situais. Pour moi, la littérature, c'était ça devait être la grande aventure de ma vie, ce qu'elle sera d'ailleurs. Ça, c'est assez merveilleux. Et je me situais dans la lignée d'un Rousseau. Oui. Jean-Jacques Rousseau, c'était vraiment, pour moi, c'était mes confessions. Et pas du tout faire le récit de la jeune ingénue qui va parler de sa vie amoureuse et sexuelle. Non, pour moi, c'était vraiment se mettre en danger, voilà, c'était ça. Et donc, évidemment, l'accueil qu'a reçu le livre, un accueil qui était énorme, mais en même temps, avec toutes les malentendus que cela peut engendrer, m'a blessée. Ça a été pour moi, ça a été assez terrible. Ça s'y ajoutait évidemment tout, le physique, enfin tout le package, si je puis dire, était parfait. Donc c'est la raison pour laquelle après quelques temps plus tard, je suis partie aux Pays-Bas. Enfin, ça a été vraiment, c'était assez dur. Mais en même temps, avoir un premier roman qui a un tel succès. Ça vous propulse, ça vous donne une confiance, ça vous propulse. Alors aujourd'hui encore, plus de 30 ans après, 35 ans, on me parle encore de ce roman. Alors je pense à Françoise Sagan, la pauvre, on lui parlait toujours de Bonjour de tristesse. Alors je me dis, bon, c'est pas si mal quand même, ça veut dire qu'on a fait un livre qui reste, voilà. Françoise Sagan avait écrit ce livre dans l'appartement familial pendant l'été. Vous l'aviez écrit, vous, entre deux cours ? Non, moi je l'ai écrit dans la maison de campagne de mes parents. Vous voyez, c'est presque le même, au bord de la Loire, près de Saumur. Je me souviens très très bien.
hein, vraiment un endroit totalement idyllique. J'allais faisais des grandes balades en bicyclette le long de la Loire très tôt le matin et j'écrivais le texte. Et je me revois encore écrivant les premières lignes, c'est farouche, moi, avec un point d'interrogation. Je me revois écrivant cette phrase. Comme ça, d'un coup. Quoi. Et ça, c'est assez merveilleux, je dois dire. Et vous qui rêviez de Jean-Jacques Rousseau, vous écrivez ce livre sans vous rendre compte, Elisabeth Barillet, de ce que ça va donner? Non. Non, franchement. Non, moi je voulais... Jean-Jacques Rousseau fait ses confessions, se dénude, hein, c'était l'exergue des confessions, c'est une cutus sous la peau, enfin bon. Et moi je me dénude, c'est-à-dire je parle de masturbation, je parle de choses qui... à l'époque, on n'en parlait pas du tout. C'était bien avant, c'était 10 ans avant Virginie Despentes. Hein. Non, je suis... Alors de ce point de vue-là, je ne mesure pas du tout le... Alors il est vrai que Pivot en a fait un peu beaucoup hein, sur l'émission... bon, voilà, c'était. Je pense qu'il était un petit peu, comme on dirait quoi, on dirait un peu émoustillé. Si exactement. Voilà. Alors, je rappelle que le roman, c'était l'histoire d'une jeune fille qui se laisse aborder par un monsieur plus âgé qui veut faire d'elle l'héroïne de son prochain roman. Tout à fait. C'était un sujet fictif au départ, c'est l'idée. Oui, c'était un sujet fictif. Alors, ce qui m'intéressait, c'était la mise en abîme, évidemment. Hein, encore une fois, les littératures. J'aimais beaucoup Monterland. Vous voyez, j'étais une grande lectrice et de Monterland et de Rousseau, et je crois que justement, les célibataires, les livres de Monterland qui sont justement avec plein de mises en abîme m'intéressaient. Donc voilà, c'était pas... non. Ouais, c'est venu comme ça et ça a marché, à tel point que vous avez eu un prix qui n'a rien à voir avec le sujet émoustillant, ce qui est un prix littéraire, le prix Contrepoint, où des jeunes romanciers récompensent une auteure un peu intellectuelle. Oui, sûrement. Enfin voilà, donc non, mais c'est... en même temps, ça me paraît très très loin, mais la jeune femme que j'étais, elle est encore très proche de moi. On vous traite à l'époque, j'ai vu des articles d'intellectuelle sulfureuse. Oui, tout à fait. Oui. Et j'ai même entendu, toi, tu es trop glamour pour les intellectuels et trop intellectuel pour les glamours. Comment vous avez fait? Moi, je me dis que c'est pas mal d'être ni. Voilà, de ne pas être impossible de mettre dans une case, en fait. C'est pas mal. Et le livre a eu du succès, non seulement en France, mais ailleurs. Oui. Il a été traduit à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer mon mari, qui était éditeur, qui a édité ce roman. Oui. Alors, il y a dans votre vie, il y en a quelqu'un aussi qui remarque ce livre et qui vous téléphone, c'est Jean Edernalier. Oui, tout à fait. Oui. Il me dit, c'est une écriture cristalline. Oui. Il était assez admiratif de l'audace, oui, du livre. Ça vous a surpris que Jean Edernalier, parce que c'est pas encore une fois, on est loin de Rousseau et... Non, ça m'a pas surprise. Mais vous savez, là, tout m'arrivait d'une façon tellement... heureusement que c'était avant les réseaux sociaux, avant toutes ces choses-là. Il y avait encore une sorte de privauté, d'intimité quand même dans les vies. Hein. Non, ça m'a pas surpris. Non, je vivais ma vie sans me poser trop de questions, si je puis dire. Et Jean Edernalier, vous en parlez, parce que c'est un personnage très mystérieux. Vous en parlez dans une émission de télévision. Vous dites que c'était quelqu'un qui ne s'aimait pas, Elisabeth Barillet. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est un homme qui ne s'aimait pas, donc il avait du mal à aimer les autres aussi. Hein. Mais avec une forme de folie que je trouvais moi plutôt rafraîchissante, surtout pour une jeune femme qui était très sérieuse. Je parle de moi là. Oui, il était capable de toutes les folies, lui. Oui, complètement de toutes les folies. Donc c'était plutôt En plus de Monterland, je lisais aussi Georges Bataille, vous voyez, là, tout me revient comme ça un peu. Donc pour moi, c'était un peu l'aspect transgressif, Jean Edernalier. Il osait transgresser beaucoup de choses. Ah bah oui, mais moi je lui dois d'être sur la liste des écoutes de l'Élysée, puisque quand j'avais rien à dire dans ma chronique du Figaro, j'appelais Jean Edernalier, il y avait toujours une invention. Oui. Il était très fier d'être sur écoute. Hein. Ça lui plaisait beaucoup. Hein. Et un matin, il m'appelle à 7h30. Tu m'as vu chez Pivot, justement, hier. Oui, c'était bien. Non, j'étais très mauvais, je prépare un coup. Et il a préparé ce fameux enlèvement qui était totalement bidon. Tout à fait. Vous avez suivi cet enlèvement? Un petit peu comme ça, oui. Moi, je suivais d'une façon un peu lointaine. Quand ça me paraissait trop foutraque, je décrochais, j'avoue. Voilà, c'était assez fou. Et c'était loin de votre univers de départ. Oui, complètement. Parce que dans votre famille, je crois que votre père était inquiet de votre succès au départ, Elisabeth Barillet. Peut-être, oui, il était peut-être inquiet. Mais j'avais des parents qui étaient d'une bienveillance extrême. Quand je leur avais dit
dit quand j'étais très jeune que je voulais être écrivain. Ils ne m'ont pas du tout découragée. Ils m'ont dit ça va pas être facile, mais pourquoi pas? C'était pas leur univers au départ? Non, pas du tout. C'était pas du tout leur univers. Bon, enfin, on lisait quand même dans la famille. Mais aussi petite, je me souviens toujours d'avoir nu qu'un rêve, c'était être écrivain. Et d'ailleurs, mes premiers textes, c'était... j'écrivais des poèmes à la Vierge Marie, qu'on lisait à la messe. Oui, c'est ça. J'ai eu mon premier auditoire. Non, je n'imaginais rien d'autre. J'ai même aussi, quand encore plus petite, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, j'écrivais des romans policiers sur des cahiers. Ensuite, je faisais des livres avec les cahiers, je les cousais, je faisais des couvertures. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux être qu'heureuse parce que je vis ma vocation, si je puis dire. Et votre mère était fière de vous aussi? Oui, ma mère était fière de moi. Après, c'était plutôt l'entourage de mes parents qui était un peu jaloux, vous savez, Oui. Et voilà. Mais non, mais ils étaient parce que c'était pas évident non plus de leur. D'ailleurs, au tout début, je me disais, est-ce que je vais faire un pseudo, est-ce que je vais prendre un pseudo ou pas. Puis après, non, c'est pas évident pour des parents de lire le premier livre de leur enfant dans lequel l'enfant se met à nu quand même. Donc, oui, c'était pas évident. Enfin, ça a marché et ça a continué. Et il y a une autre date importante dans votre parcours, c'est le 7 mars 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Elisabeth Barillet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Elisabeth Barillet pour ce livre Les sœurs et autres espèces du vivant chez Harlay à la rencontre. On va en parler tout à l'heure parce qu'on revient à votre parcours. Donc il y a eu Pivot, ce premier livre qui a très bien marché. Et puis le 7 mars 2012 est sorti un autre livre qui s'appelle Une légende russe et qui est le résultat d'un voyage de 8 semaines dans l'ouest de la Russie où votre grand-père est né. Oui, tout à fait. Alors, je ne me souvenais plus de la date, mais le voyage, évidemment, comment ne pas m'en souvenir, ce n'est pas le premier voyage en Russie. Hein. Donc, pour faire l'histoire très très longue, plus courte, format radio, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père, ce qu'on appelait les Russes blancs, donc qui a quitté Koursk, sa ville natale, en 1919, et il est arrivé après Sébastopol, après Constantinople, après la Roumanie, il est arrivé en France. Et autre élément déterminant de ma carrière, enfin de ma vie d'écrivain, c'est une vie, c'est pas une carrière, c'est d'avoir eu un grand-père qui venait d'un autre endroit, qui venait d'un autre siècle, qui venait d'une autre histoire, et qui m'en a raconté beaucoup. Et moi, dans cette maison de banlieue où j'habitais, il habitait aussi dans une autre maison à côté, d'entendre des récits de chasse à loups, voilà, pour l'imagination, c'était formidable. Et je me disais parfois, est-ce qu'il n'est pas un peu mythomane, parce que il vivait d'une façon assez simple, mais quand il me parlait de son enfance, c'était quand même assez grandiose, si je puis dire. C'était des très grands bourgeois. Ses parents étaient des propriétaires terriens. Son grand-père avait été le maire de Koursk. Bon, donc une vie assez luxueuse, avec chevaux, avec tout ça. Et donc je me dis, mais les mythomanes, c'est pas possible. Bref, le premier voyage que j'ai fait en Russie, c'était avec lui. C'était encore l'Union soviétique. C'était dans les années 70, sous Brejnev. Et là, mon grand-père, se sentant mourir, veut revoir des anciens amis qu'il a eus. Et je l'accompagne. Et là, c'était formidable aussi pour moi, parce qu'on s'était le cercle des, j'allais dire des poètes disparus, mais le cercle d'une certaine intelligentsia qui aujourd'hui évidemment est décédé. Bref, et puis en 2010, je décide alors mon grand-père était mort depuis pas mal de temps évidemment, je décide de retourner en Russie. C'est bien après la perestroïka, c'est bien après, alors j'ai vu les images de la nouvelle Russie, j'ai vu Poutine, les nouveaux riches, et j'ai pas trop envie, j'ai ce souvenir très romanesque, très romantique de l'Union soviétique, de Moscou, grise, les rendez-vous. Vraiment, ça, j'ai connu ça, les rendez-vous dans les cabines téléphoniques, les écoutes dans la chambre d'hôtel. Hein, on ne pouvait pas, on a toujours un clic. Et je me dis non, il faut que je garde ça. Puis finalement, je pars. Et là, en effet, je suis partie 8 semaines et j'ai fait à peu près 6000 km en train. Bon, je parle russe, hein, ça aide quand même. Jusqu'à la maison que mon grand-père avait quittée,
à Koursk. J'ai pu voir qu'il n'était pas mythomane. La maison était devenue le conservatoire de musique de la ville. Et bon, là, c'était très, très, très émouvant. Très émouvant. Et Koursk, il faut savoir, c'est la plus grande bataille de chars de toute l'histoire. Tout à fait. Le 5 juillet 43. Tout à fait. Quand les Allemands attaquent et les Russes vont... Tout à fait. Ça a été... Koursk, c'est la bataille qui a déterminé le sort de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment à partir de Koursk que l'armée allemande sent qu'elle est, voilà, elle est fragilisée. Donc, et à Koursk, il y a évidemment un musée, comme dans beaucoup de villes russes, un musée de la grande guerre patriotique, comme disent les Russes. Et d'ailleurs, j'étais étonnée que la maison de mes grands-parents existe toujours, parce que ça a été bombardé. C'est une ville qui a été rebombardée là, avec le conflit en Ukraine. Bien sûr, puisqu'elle est près de la frontière de l'Ukraine. Tout à fait, elle est très proche, oui. Et vous avez conservé, je crois, dans vos archives, Elisabeth Barillet, une photo prise dans la datcha familiale avant la révolution de 1917. Oui, bah oui. C'est la photo de couverture du livre, d'ailleurs. Oui, bah c'est Tchekhov. On est complètement, c'est totalement de Tchekhov. Ce qui est très émouvant, c'est que je vois mon grand-père qui tient un fusil. D'ailleurs, il est très jeune, il doit avoir une dizaine d'années, avec les roubachkas, les chemises. Non, c'est très beau. Et je suis très proche de ces gens-là. Parfois, les gens me disent, oui, tu tiens très droit, tu fais un peu comme ça, un peu Madame la Baronne. Mais je ris parce que c'est bon. Mais je pense que c'est un atavisme, si je puis dire. J'ai été élevée d'une façon avec beaucoup une sorte de rigueur de mon grand-père. D'ailleurs, il y a une scène dans le roman dont on parlera où le grand-père nous attache. Enfin, attache ma sœur, en l'occurrence, mais ça, c'est totalement autobiographique. On va en parler tout à l'heure. Quand on se tenait mal à la table, il nous attachait avec une corde. Oui. Ouais. Alors, je reviens, parce que quand on voit cette photo de la datcha, on pense à la Russie du temps des tsars. Et moi, je me souviens d'une photo de Fréhel en 1915 qui se retrouve en Russie, dans des scènes de cabaret absolument géantes. On lui jette un bouquet de fleurs, il y a un immense diamant au milieu. C'était un autre pays. Oui. C'est vrai. Alors, votre grand-père a vécu modestement en France. Modestement, pas France. Trop modestement. Ouais, enfin, c'était un Français moyen. C'était devenu un Français moyen. Voilà, mais en fait, vous avez le souvenir de l'odeur qui s'échappait d'une petite cuisine, Elisabeth Barillet. Ah oui. Oui, j'ai fait un livre qui s'appelait Les Rois des Blinis. Oui, en fait, mon grand-père retrouvait son pays à travers la cuisine, et donc c'était un très très bon cuisinier. Il avait aussi un jardin potager dans lequel il faisait pousser en particulier l'aneth, c'est ukrop. Ukrop en russe, c'est l'aneth. Et donc ils en mettent partout, dans tous les plats, tout ça. Et donc pour lui, voyager, retourner dans son pays natal, c'était faire la cuisine. Et là, c'était des moments absolument dantesques, parce qu'évidemment, il fallait surtout pas toucher au plat. Mon grand-père était un personnage, oui. Voilà. Alors ça, c'était un premier voyage. Il y en a eu d'autres. Et il y a un voyage aussi, et un long séjour qui est lié à une chanson. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drames aux premières. Cette chanson est extraordinaire parce que, je ne sais pas si vous le savez, Elisabeth Barillet, Jacques Brel se retrouve l'été sur la Côte d'Azur en fin d'après-midi, au soleil couchant. Il écrit cette chanson en disant mais elle marchera jamais. Il la met en 3e position sur sa rentrée à l'Olympia. Le public se lève, il la bisse. Elle a été enregistrée à l'Olympia et plus jamais enregistrée ensuite. Ah oui, ça j'ignorais. C'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'à Amsterdam, ça vous a marqué aussi. C'est une période de ma vie. Là, je suis partie à Amsterdam par amour, si je puis dire. Ce qui était amusant, c'est dans les années 90, ce qui était amusant, pour vous dire les préjugés des gens et des Parisiens en particulier. On me dit mais qu'est-ce que tu vas faire à Amsterdam? Tu vas vivre en sabot. Enfin, c'était assez fou. Alors, il est vrai qu'à l'époque, à Amsterdam, c'était encore. Aujourd'hui, toutes les grandes capitales se ressemblent. J'ai envie de dire, il y a des comment dirais-je, des lofts, des lounge bars, à l'époque, c'était quand même très très spécifique encore. Le quartier rouge existait, n'avait pas été rénové. Et là, je trouve un exotisme. Un pays merveilleux. Bon, c'est Baudelaire qui fait un magnifique, le pays d'or et de songe. Oh ma sœur, songe à la douceur. Il évoque évidemment Amsterdam. Non, ça a été très très fécond aussi pour mon écriture.
Et ça a été fécond pour ma liberté intérieure. C'est-à-dire que je sortais d'un environnement parisien où quand même il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui le dress code. Il faut quand même un certain code sur la féminité. Encore une fois, il y a une trentaine d'années. Et puis moi, j'étais certainement pas tout à fait libre. Je vivais à l'époque avec un monsieur qui était très à cheval sur ce genre de choses. Et là, soudain, j'arrive à Amsterdam et je découvre, voilà, on peut s'habiller n'importe comment. Alors moi, je mettais encore du rouge à lèvres en bonne parisienne et je vois que les femmes là-bas sont hyper nature. Et ça a été très, très libérateur pour moi. Ça a été formidable. Et vous avez fait 2 livres sur Amsterdam. Dans un livre qui s'appelle Amsterdam à ma guise, vous ne vous racontez pas l'Amsterdam des touristes. Non, bah oui, puisque j'y ai vécu une quinzaine d'années. Alors je partageais mon temps entre Paris et Amsterdam, je faisais l'alternance. Après j'ai pu connaître pas mal de gens parce que mon mari était éditeur, donc il connaissait beaucoup de monde. J'ai pu par exemple faire une soirée chez Xaviera Hollander. Alors c'était une call girl très très connue dans les années 70 qui avait fait des livres que les parents cachaient dans leurs armoires de peur que leurs enfants le lisent. C'était Madame, je crois que le titre c'était Madame. Ça, Madame. Je l'ai interviewée un jour. Oui. Et donc, voilà, on allait chez elle, elle faisait des grandes surprises parties. C'était très, très joyeux. C'était vraiment, c'est une très bonne période. Et en même temps, vous avez écrit un livre qui est un recueil autour de la littérature à Amsterdam. Ça s'appelait Le goût d'Amsterdam. Oui, puisque c'est une ville qui se prête à la poésie, à la littérature. Voilà, on ne peut que rêver que de vouloir écrire. Puis en plus, il y a les cafés, les petits cafés. Brun Café, donc c'est des cafés bruns parce qu'il y a toute la fumée de nicotine qui noircit les murs. Et c'est des endroits qui sont comme des cocons. Et quand on aime écrire au café, c'est assez merveilleux. Voilà. Et il y a les canaux aussi. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 2500 km de canaux. Et notamment, les coffres de la Banque nationale des Pays-Bas se trouvent au fond d'un canal. Oui, tout à fait. Oui. Ah bah oui, il y a des secrets comme ça, comme dans toutes les villes. Hein. Voilà. Et d'autres villes, vous en avez connu beaucoup. Et on va évoquer ces autres villes à travers encore une autre date plus récente, le 12 novembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Elisabeth Barillet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Elisabeth Barillet. On a évoqué vos débuts à travers ce roman qui vous a permis de débuter grâce à Bernard Pivot. On a évoqué Amsterdam, vous avez vécu. Et puis, j'ai trouvé une date récente, c'est le 12 novembre 2020, pardon. Vous êtes l'une des 62 lauréates des Grands Prix de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Vous recevez le prix de la Fondation Henri Gall pour l'ensemble de votre œuvre. Oui. Ça, c'est un événement. Alors, j'avais reçu quelques années auparavant le prix. Alors, j'avais eu le prix Maurice Genevoix de Garches, mais j'avais aussi le prix Maurice Genevoix de l'Académie française. Donc, ça avait été la première fois, à l'occasion de ce prix Maurice Genevoix de l'Académie française, d'aller sous la coupole, d'entendre mon éloge. C'est le mot, par Jean-Marie Rouard, je me souviens très bien. Et là, c'était... alors, mes parents étaient décédés, malheureusement, et ça, c'est terrible, parce que j'aurais tellement aimé qu'ils fussent là. J'avais convié une très vieille amie, une de leurs amies, d'ailleurs, pour qu'il y ait quelque chose d'eux, qu'ils soient sous cette coupole. Voilà, donc là, ça a été pour moi c'est très très émouvant. Alors le prix Henri Gall, malheureusement, ça a été décerné pendant le Covid. Et donc, il n'y a pas eu de cérémonie sous la coupole, il n'y a rien eu. Donc, comme beaucoup d'auteurs et d'artistes, j'ai été pas mal privée d'événements. Voilà, mais que vous dire, oui, c'est une reconnaissance de ses pairs, comme on dit. Et le discours prononcé par le directeur de l'Académie, Sir Michael Edwards, expliquait justement qu'il regrettait que les auteurs ne soient pas là. Oui. Mais c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Oui. Mais être récompensé, quand on est encore très jeune, et vous l'êtes toujours, par l'ensemble de son œuvre, c'est quand même étonnant, non? Vous ne pensiez pas faire ça en débutant? Non, mais moi, je conçois chaque livre comme... moi, je pense en termes d'œuvre. Je ne pense jamais en termes de produit. Je ne pense jamais chaque livre, pour moi, est une... Allez, je vais employer une métaphore un peu. Et la perle d'une couronne ou la perle d'un collier. Et c'est peut-être lié à mes jeunes années.
Rousseau, Monterland, voilà, je m'inscris dans cette histoire de la littérature avec beaucoup de patience, d'obstination, d'abnégation. Je suis pas une sainte, hein, mais ma forme de sainteté, c'est la littérature. Quand je veux dire sainteté, c'est qu'il y a une discipline totale. J'ai vraiment orienté ma vie autour de cela. Et quel que soit succès, pas succès d'un livre, peu importe, je suis portée. Voilà. C'est-à-dire que quand un livre naît en vous, il faut d'abord avoir l'idée, et ensuite ce sont des mois de travail. Ah bah oui, c'est des mois, c'est des années de travail. Hein. Ça peut être des années de travail. Là, j'ai commencé un autre livre que je porte depuis pas mal de temps. Et là, il y a cette joie, il y a quelque chose qui vous porte. Soudain, la vie va, là, voilà. Soudain, tout s'anime autour d'un projet d'écriture. Oui, non, mais c'est du travail. Mais encore une fois, c'est mon action de, j'emploie des mots, mais c'est mon action de grâce. C'est tous les matins. Quoi qu'il arrive, même si on n'a pas, moi je ne crois pas à l'inspiration. De toute façon, je ne crois qu'à l'obstination. Quand des gens me disent j'aimerais bien écrire, moi je dis mais vas-y, assieds-toi, prends une feuille ou un cahier et commence. Mais Brel disait le génie, je n'y crois pas, c'est 5% de génie et 95% de travail. C'est évident. C'est évident. Et ça veut dire des mois pendant lesquels vous vivez avec votre personnage et vos personnages. Oui, au point de avec mon mari éditeur, justement, on en riait parce que j'invitais presque les personnages à la table. Je disais tiens, aujourd'hui, Hugo, il m'a donné du fil à retordre. Oui, mais ça, je pense que c'est propre à tous les romanciers. Hein. Oui, tous les vrais romanciers. Alors, le prix Maurice Genevoix, justement, qui vous avait été décerné, Maurice Genevoix, qui est d'ailleurs au Panthéon, juste à côté en face de Joséphine Baker, dans la crypte numéro 13. C'est assez étonnant, c'est comme ça. Ce prix Maurice Genevoix, ça vous avait été accordé pour un livre qui s'appelait L'Oreille d'Or et qui avait surpris aussi beaucoup de gens, Isabelle Barillet. Oui, c'est un récit. Alors là, c'est le livre peut-être que j'ai écrit le plus rapidement, puisque c'était le plus proche de moi. Ça traite de la sourdité. Hein. Je suis sourde à 100% d'une oreille. Alors, personne ne peut le voir. J'ai été atteinte de cette sourdité à cause d'une maladie infantile, donc j'avais 6 ans, et j'ai toujours considéré que cette sourdité, qui est réelle, hein, si je mets le doigt là, sur l'oreille que j'entends rien, était une chance. Les Anglais parlent de blessing in disguise, une bénédiction cachée, et c'est vraiment ça. Ça m'a forgé mon caractère, ça m'a rendu peut-être un petit peu sauvage, mais en même temps, ça m'a peut-être aidé à être plus proche de mon intériorité. Et ça, c'est formidable. Donc, j'ai voulu faire ce livre. Alors, évidemment, c'est pas un handicap aussi lourd que la tétraplégie, mais néanmoins, pour montrer, voilà, quand on est différent, quand on a quelque chose en moins, avoir quelque chose en moins, c'est aussi quelque chose en plus. Voilà, mais il faut encore l'avouer, parce que personne ne le savait au départ avec vos premiers livres. Personne ne le savait, non. Oh, peut-être que je suis une de ces écrivains encore comme Rousseau, de l'écriture de l'aveu. Oui. Vous savez, c'est peut-être un des terreaux les plus riches, en tout cas de la littérature française, l'aveu. Oui. De Jouando à... Voilà. Moi, je me sens assez proche de cette littérature-là. Et alors, vous avez pu aussi vous isoler et ne pas être dans certains groupes à l'école, même ça vous a aidé, Elisabeth Barillet. Oui, aujourd'hui encore. Hein, je pense que je ne fais partie d'aucun groupe. J'ai eu une très belle chronique de Frédéric Becbédé dans le Figaro Magazine il y a quelques semaines, et il disait on pourrait l'appeler la discrète, comme le film de Christian Vincent, et ça m'a touchée parce que oui, moi je tiens pour être heureux, vivons cachés. Je tiens à cela. Oui, voilà. Oui. Aujourd'hui, on vous dévoilez un petit peu, mais oui, mais assez peu. Et puis, je branche aucun réseau social. D'ailleurs, oui, quand j'ai appris que ça serait 1 heure en travers 4 questions sur ma vie, ça m'a. Après, il y a votre bienveillance qui est là et qui fait qu'on passe un très très bon moment. Mais c'est vrai que c'est pas naturel pour moi. J'imagine. Alors, vous avez dit un jour, Elisabeth Barillet, que la surdité vous a condamné à l'aventure de la profondeur. Oui, alors c'est peut-être une phrase un peu prétentieuse, j'avoue. C'est une phrase un peu prétentieuse parce que on peut être profond sans être obligatoirement sourd. Hein. Donc parfois je commets quelques formules comme ça qui sont peut-être un peu redondantes et un peu
Ça pourrait être plus subtil. Mais c'est une belle formule en tout cas. Ouais. L'oreille d'or, justement, c'est le titre de votre livre, mais c'est aussi dans le jargon militaire, celui qu'on surnomme, c'est l'officier marinier qui est chargé d'écouter, de reconnaître les bruits de cachalot, notamment dans un sous-marin. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, l'expression, elle a la même en russe. En russe, ça veut dire aussi écouter dans les sous-marins. Et ça m'a vraiment, ça m'a plu. Mais je n'ai appris qu'après avoir fait le livre. Voilà. Et c'est aussi le terme désigné par les personnes qui contrôlent les infrastructures du métro à Paris. Ah oui, écoute, ça me va très bien. Ça me va très bien. Alors, il y a eu ce livre-là. Moi, ce qui me fascine, c'est que chacun de vos livres, il a eu un prix, aussi modeste soit-il. Ben oui, il faut croire que les livres sont singuliers, oui, Ça vous touche à chaque fois d'avoir un prix Bien sûr, oui, ça touche. Mais encore une fois, j'essaie à chaque fois de me surprendre. J'essaie à chaque fois. Voilà, c'est la mort d'un écrivain et de tout artiste, c'est de se répéter. Enfin, en tout cas, de se copier. J'ai un exemple en tête, par exemple, qui est un peu banal, mais Botero qui fait ses des grosses dames, à un moment, et puis ça répète. Alors moi, c'est quelque chose dont j'essaie de me prémunir, et à chaque fois, à chaque nouveau livre, j'essaie d'inventer une forme, j'essaie et c'est peut-être pour ça que les livres sont remarqués. C'est à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils font des grosses ventes, parce que c'est des livres qui sont écrits. On m'a déjà dit, tu as un vocabulaire, tu es très littéraire. Oui, c'est vrai. Je soigne mon écriture. Oui. C'est tout à votre honneur aujourd'hui, et sans faute d'orthographe, je le précise. Et puis il y a une chose, on sait, vous avez fait des études, mais il y a des études aussi très particulières en dehors de Normal Sup. Ce sont les études de journalisme qui vous ont mené d'ailleurs au journalisme. Oui. Comme je voulais de toute façon écrire et être écrivain, mais je me disais, être écrivain comme ça pour gagner ma vie, c'est pas évident. Puis je voyais autant Colette qu'Hemingway, tous avaient quand même fait du journalisme. Donc j'ai fait des études, j'étais à l'Institut pratique de journalisme à Paris, c'était rue de Turenne. J'ai passé 2 ou 3 merveilleuses années, c'était vraiment très très stimulant. Et ça, je pense que ça m'a permis... Ça m'a guéri d'une sorte de timidité, parce qu'on avait des exercices, il fallait dans la rue interviewer des gens, et ça me sert aujourd'hui de porter, alors justement d'écouter les autres, comme vous faites vous tous les jours, d'écouter donc le journalisme m'a beaucoup ouvert. Voilà. Et en même temps, le journalisme vous a permis d'écrire dans des journaux de voyage, oui. Et il y a un voyage dans un pays, dans une ville que les Beatles ont rendu célèbre. C'est vrai que cette ville, c'est une ville qui vous a marqué, c'est Rishikesh. Voilà, Rishikesh. Où les Beatles sont allés pour faire une sorte de recueillement avec un yogi. De retraite, oui. Voilà. Oui. Ça s'est mal terminé parce qu'ils ont traité le yogi d'escroc, mais vous connaissez bien cette ville. Oui. Alors c'est une bourgade au bord du Gange. Aujourd'hui, on l'appelle la capitale du yoga, parce qu'en effet, il y a eu quelques grands maîtres du yoga qui sont installés. Maintenant, il y en a énormément. Alors ça, c'est une des villes nombreuses d'Inde que je parcours depuis à peu près 30 ans. Pour moi, c'est un chaudron. Je suis tombée dans le chaudron indien. D'ailleurs, je sors un livre dans quelques mois, en avril 25. Et la première ligne, c'est et si je commençais par une absurdité, l'Inde est mon maître. Voilà. Et c'est mon maître parce que ça, quand on est un peu timoré, quand on va en Inde, on est guéri enfin, on est guéri. En tout cas, on affronte ses peurs, on affronte un tas de choses. Et pourquoi cet amour de l'Inde ? Est-ce qu'on dirait que l'amour est sans pourquoi ? Oui. C'est la réponse que je vais vous faire. Sait-on pourquoi on aime ? Sait-on pourquoi on aime cet homme ou cette femme ? Non, je suis tombée. Je pense qu'en effet, cette accumulation de contradictions, de paradoxes, d'oxymores, de peurs à dompter, de vie folle. Je pense que ça m'a parlé. Je suis quelqu'un d'assez raisonnable profondément, et j'ai toujours essayé dans ma vie de transgresser ces limites de raisonnable. Donc l'Inde m'y aidait.
Voilà. Et vous avez fait un roman qui s'appelle Singe. Et Singe, en fait, ce sont nos pensées chez les hindous, je crois. Alors singe, oui, les hindous disent comme nos pensées sont comme les singes, ne cessent de sauter dans notre tête, et la méditation a pour but justement de calmer les singes et de les faire en sorte qu'ils se mettent sur une branche et qu'ils se calment un peu. Et Lou, ça vous a permis de beaucoup méditer en Inde? Ah ben non, mais pas simplement en Inde. Moi, je suis quelqu'un que je médite tous les matins, encore ce matin, tous les matins, sur mon petit tapis. Oui, c'est une discipline. C'est comme l'écriture. Ça, c'est encore une autre discipline de ma part et qui fait la femme que je suis, c'est-à-dire une femme bien dans ses bottes. Et vous auriez pu rester en Inde, vivre en Inde, Elisabeth Barillet? Non. Non. C'est ce que Dalida a fait aussi, elle est partie en Inde. Oui, alors elle est partie pour suivre son maître qui était Arnaud Desjardins. Exactement. Que j'ai connu un peu, j'ai lu ses livres, je lui ai même écrit, on n'a pas la place pour dire pourquoi. Ma mère est morte quand j'étais en Inde et je lisais un livre d'Arnaud Desjardins quand j'ai appris qu'elle venait de mourir. Donc tout ça c'était assez troublant. Mais en effet, Dalida était très proche d'Arnaud Desjardins. Oui, elle l'avait vu dans une émission de télévision, ça avait été le choc, elle est partie en Inde. Mais il se trouve que le yogi qu'elle a rencontré, elle lui a fait écouter des cassettes et il lui a dit revenez en France immédiatement, continuez à chanter. Et je crois que ça a rendu service à Dalida et au public. Oui, sûrement. Parce qu'elle a continué à vivre dans la philosophie et on se moquait d'elle d'ailleurs à l'époque. Oui. Bon, c'est comme vous savez aujourd'hui, on peut. Quand vous dites que vous méditez chaque matin, vous pouvez vous récolter aussi des sourires entendus. Hein. Voilà. En tout cas, nous n'allons pas méditer. Nous allons évoquer dans quelques instants votre nouveau livre à travers la date de sortie, le 29 août 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Elisabeth Barillet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Elisabeth Barillet. On a parlé de tout votre parcours, de votre œuvre, parce que c'est un mot qui a été salué par l'Académie française. On a évoqué vos débuts, vos parcours en Inde et à Amsterdam. Et là, le 29 août 2024, est sorti un livre aux éditions Harley à la rencontre, Les sœurs et autres espèces du vivant. C'est déjà un titre étonnant, puisque on va beaucoup plus loin qu'un roman, là. Oui, le titre, c'est mon éditrice qui l'a trouvé. Chaque fois, je lui rends grâce parce que c'est très difficile de trouver un titre de roman. Et là, ce qui est formidable, c'est que le titre allie les deux aspects du livre, c'est-à-dire une réflexion sur qu'est-ce que c'est avoir une sœur. Enfin, en l'occurrence, ça peut être un frère, mais là, c'est une sœur. Comment se fait-il que quand on est dans une même famille, on a eu la même éducation, on peut, en grandissant, prendre des chemins tellement différents qu'on en devient des étrangers. Donc ça, c'était une piste. Et puis, autre espèce du vivant, il se trouve que dans le fil narratif, la narratrice est une écrivain, suivez mon regard, oui. Et qui s'intéresse à une peintre naturaliste du 18e dont l'ambition était de peindre toutes les espèces du vivant. Donc voilà, le titre éclaire les deux aspects du roman. Voilà, il se trouve que les sœurs, ce sont deux dessins croisés justement, puisqu'il y a votre sœur, Lucie, qui existe. La sœur de la narratrice. Voilà, oui. Qui existe. Et en même temps, vous interrogez parce qu'elle est votre antithèse, en tout cas votre personnage. Oui, parce que c'est tout, c'est ce que je vous ai dit, c'est tout le propos du livre. Moi, j'aime bien, en fait, vous savez, il y a des romanciers qui proposent des réponses. Moi, je crée mes romans, je bâtis mon œuvre peut-être autour de questions. Et en fait, voilà. Et cette question, c'était ça. Comment se fait-il que ma sœur, puisque c'est en une grande partie autobiographique, mais évidemment, après, il y a tout un enrobage, si je puis dire, un habillage romanesque. Il ne s'agit pas pour moi je ne suis pas un vampire, je ne vais pas utiliser mes proches de telle sorte qu'ils vont se reconnaître, être blessés. Pour moi, il y a des limites. Donc, j'ai pris de l'histoire de ma sœur ce qu'il me semblait possible de prendre pour un roman. Évidemment, il y a des choses que je ne dis pas. Bien sûr, mais en même temps, cette histoire entre deux sœurs, c'est un sujet universel qu'on ne traite jamais en roman, Elisabeth Barillet. Tout à fait. Alors, c'est amusant parce que, d'ailleurs, je pense que le roman est très remarqué.
J'en suis ravie, mais au-delà de là, je pense que c'est le thème qui fait que le roman est remarqué. Parce qu'en effet, c'est pas, alors on parle des relations parents, mais c'est assez peu abordé, d'une façon romanesque. Après, ça veut. Mais là, encore une fois, je me suis pas dit un matin, tiens, je vais traiter, qu'est-ce que je vais faire comme roman. Ah bah tiens, ça n'a pas été traité, je vais faire sur les sœurs. Non, c'est la vie qui a fait que. J'ai été amenée un matin, l'idée est venue et vous êtes... Non, un matin, alors là, parlons vrai, comme sur Sud Radio. Oui. Je travaillais sur cette artiste du XVIIIe siècle, Françoise Madeleine Basporte, quand ma sœur, dans la vie réelle, m'annonce qu'elle vend son petit studio et qu'elle part à Dubaï. Sans rien, avec une valise. Oui. Voilà. Et là, c'était tellement énorme, tellement incroyable, que ça m'a secoué beaucoup. Alors après, il y a tout un arrière-fond, évidemment, que je ne dévoile pas. Mais et ça m'a tellement secoué que je me dis, je peux plus écrire là. Et soudain, j'avais le sentiment que ma vie de romancière était une vie tellement banale, en fait, tellement morne, tellement sage, et que ma sœur qui a 60 ans, qui est pas de première jeunesse, soudain elle rebattait les cartes de sa vie d'une façon absolument audacieuse, et que la véritable aventurière, c'est pas l'écrivain dont vous avez parlé qui part en Inde, qui part par non, la véritable aventurière, c'est cette Lucie. Donc après, tout l'enjeu du roman et du livre et du travail romanesque, ça a été de faire se croiser, de construire dans un même espace qui est l'espace du livre, deux histoires totalement différentes. Tout à fait. Alors, on commence par Lucie parce que finalement elle va à Dubaï, et Dubaï pour vous c'est la capitale de la vulgarité, Elisabeth Barrier. Oui, moi je pense pas être la seule. Non. Après c'est un préjugé de, j'ai envie de dire, c'est un préjugé de bourgeois, je pense. C'est un préjugé de bourgeois éduqués, qui détestent tout ce qui brille, les paillettes, la vie facile, l'argent facile. Bon, moi j'en ai bien conscience que nous ne réfléchissons que dans l'orbe de nos préjugés. En tout cas, oui, pour moi, il faudrait me payer pour... et encore, on me paierait, je pense, ça ne m'intéresse. Peut-être en tant que journaliste, peut-être comme ça, quelques jours, mais pas pour... Alors que pour elle, c'était la promesse d'une vraie vie, je puis dire. Oui, et la preuve, elle vous envoie des photos sur WhatsApp qui ne manquent pas de vous surprendre, Elisabeth Barrier. Oui, mais ça, alors ça, c'est... Oui, bien sûr, c'est des photos... De ma sœur triomphante, si je puis dire, triomphante dans son aventure. Donc tout ça, ça a beaucoup nourri, évidemment, ça nourrit le roman. Et c'est vrai qu'il y a une photo, je crois, dans une piscine à débordement. Enfin, c'est assez étonnant. Oui, c'est Dubaï. Alors après, moi, je ne suis pas allée à Dubaï. Je préférais rester justement, mais j'ai lu beaucoup, mais je préférais justement que l'héroïne ne décrive Dubaï que par rapport aux images et aux préjugés qu'elle s'en faisait. Bien sûr. Ça me paraissait plus intéressant. Mais moi, je me souviens être allé à Dubaï quelques jours, et ce qui m'a marqué, mais vraiment à vie, c'est un grand magasin, un peu comme ceux qu'on a en France. À l'intérieur, il y avait une piste de ski pour les gens qui vivaient là-bas. Et on voyait des femmes en turban et voilées faire du ski sur des remontes-pentes minuscules. Oui. Ça c'est oui, et ça, je pense que ça plaisait beaucoup. Ça plaisait beaucoup à mon aventurière de sœur. Alors, il se trouve aussi que ce livre, c'est l'occasion pour vous d'évoquer des souvenirs de jeunesse et de revenir, comme vous le disiez, votre grand-père. Oui. Dans l'interrogation de savoir comment se fait-il qu'on peut devenir tellement étranger dans ses goûts. Évidemment, tout part de l'enfance. L'enfance, c'est quand même un humus, et j'ai essayé vraiment de chercher. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ma sœur pour que soudain elle ait tellement besoin de liberté, de révolte et de provocation. Et c'est vrai que peu à peu, j'ai réalisé que l'éducation qu'on avait reçue, et l'éducation qu'elle avait reçue, elle, parce que moi j'étais la bonne élève, vous savez, j'étais celle sur qui fondaient les espoirs, et elle, malheureusement, elle était plus jeune, elle était la cadette, et c'était pas le vilain petit canard, c'est pas, mais elle se sentait peut-être un peu comme ça. Oui, elle n'aimait pas la langue de bœuf, et votre grand-père l'obligeait à la manger jusqu'au bout. Oui, il fallait évidemment finir son assiette, quoi qu'il arrive. Donc lorsqu'elle part, Elisabeth Barrier, vous êtes en train de travailler justement sur la biographie de Marie-Françoise Basporte. Pourquoi ce sujet ?
Pourquoi ce sujet? Très simplement parce que je rentrais d'Inde, je terminais un livre sur l'Inde qui est paru d'ailleurs aux éditions des Clés de Brouwer, c'est sur les pas de Shiva, donc ça j'étais en train de le terminer. Le confinement arrive. Et je réalise que les grands voyages vont certainement être suspendus pendant pas mal de temps. J'étais assez pessimiste et je me disais, si jamais on ne peut plus du tout voyager, et moi vraiment le voyage pour moi c'est un moteur, que vais-je devenir? En gros c'était un peu ça. Et tiens, mais à défaut de voyager dans l'espace, pourquoi ne pas voyager dans le temps? Et j'ai commencé cette réflexion. Il se trouve que j'habite pas très loin du Jardin des Plantes. Je me suis dit, le Jardin des Plantes, c'est un univers en soi. Non seulement parce qu'il y a toutes ces essences d'arbres qui ont été trouvées au XVIIIe, XIXe siècle, aux quatre coins de la planète, mais aussi il y a ces êtres qui ont vécu. Donc je commence une biographie de Buffon, enfin je la lis, et dans cette biographie de Buffon, je tombe sur ce personnage dont on ne sait pas grand-chose. Alors moi, je prétends pas avoir une érudition extraordinaire, mais enfin, j'ai une petite érudition et je n'avais jamais entendu parler de cette femme. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'elle couvrait sa vie. Elle est née en 1700, elle est morte en 1780. Sa vie couvrait le XVIIIe siècle. Vous savez, Talleyrand qui disait qu'il n'a pas connu le XVIIIe siècle, n'a jamais connu la douceur de vivre. Donc ça m'intéressait aussi. Il y avait plein de pistes soudain qui s'ouvraient, et donc voilà, je m'étais lancée. Et c'est au moment où je commence à travailler que ma sœur part à Dubaï. Donc si vous voulez, la dichotomie entre les deux univers, soudain, a été très romanesque pour le coup. Voilà. Et en plus, cette femme, qui a été proche de Louis XV et je crois qui a appris la peinture à ses enfants, on ne savait rien sur elle. Vous avez dû aller en Bretagne retrouver un vieux monsieur qui connaissait le sujet et qui vivait de façon très particulière. Oui, alors là, c'est totalement inventé. Voilà. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on me dit « Ah, mais alors ce chercheur que tu as retrouvé, non, c'est très sympathique à lui. » Mais je dis « Mais ça, c'est un personnage inventé. » Et ça, c'est toute j'ai envie de dire, la jouissance du roman. C'est justement, c'est ce que disait, vous savez, Aragon parlait de mentir vrai. Oui. C'est totalement ça, c'est le menti vrai. On ment, mais on ment tellement d'une façon assez astucieuse, diabolique, peut-être que les gens pensent que c'est vrai. Exactement, on y croit. Alors, en tout cas, ça marche très bien. Il y a des personnages secondaires aussi qui sont inventés aussi. Ah oui, oui, oui. Parce que vous parlez des liaisons saphiques de votre personnage. Oui, de l'amie de mon personnage, de Martine, qui est une amie de la narratrice. Oui, tout ça, c'est inventé. Mais vous savez, on invente avec des petits morceaux de vérité. Et c'est un peu à la Archimboldo, vous voyez, avec les portraits faits de légumes. Nous, on fait des portraits faits de plusieurs traits. Et d'ailleurs, j'ai vu une critique, on vous a comparé en disant que vous étiez la nouvelle Colette, ce qui est un beau compliment. Oui, justement, c'est Frédéric Peglédé qui me dit, et si Elisabeth Barrier était la nouvelle Colette de Nouvelles Années Folles. Bon, j'étais très contente, évidemment, parce que Colette, c'est un très très grand écrivain. Et qui a commencé aussi en faisant scandale au Moulin Rouge, puisqu'elle a fait un numéro qui s'appelait Rêve d'Égypte, où elle était déguisée. Il y avait une momie et elle. Il y avait Morny, il y avait sa grande amie qui était sa maîtresse à l'époque, Morny. Et elle, en effet, Morny faisait l'archéologue, elle était en costume d'archéologue, puisque Morny faisait partie de ces lesbiennes qui s'habillaient en homme. Et Colette, elle était en col en chair, elle n'était pas entièrement nue, mais en tout cas, elle faisait comme si elle était le nue. Spectacle a duré une soirée. Après, le préfet de police a interdit tout ça. Tout à fait. Mais ça a marqué Colette à vie. Il se trouve aussi, alors ce livre, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une exobiographie. C'est un mot qu'on emploie peu finalement, Elisabeth Barrier. Philippe Solers l'a employé, mais oui, moi je l'emploie pas trop non plus, mais oui, c'est parler de quelqu'un d'autre pour parler parler en creux de soi-même aussi. Oui. Oui, je suis pas très à l'aise avec tous les termes techniques, si je puis dire. Oui, alors, de même avec les termes d'aujourd'hui, vous êtes un écrivain et pas une écrivaine. Ah oui, non, mais j'aime beaucoup le. Oui, pour moi, l'écrivain transcende le sexe, transcende le. Non, maintenant je dis le genre, transcende le genre. Franchement, Madame Bovary, c'est de la tarte à la crème comme exemple, celui qui me vient là tout de suite. Mais est-ce que c'est écrit par un homme, est-ce que c'est écrit par une femme? Je veux dire, tout ça, c'est un petit peu un peu énervant quand c'est réducteur. Je ne nie pas qu'évidemment on écrit à partir de son corps, mais non, j'aime bien le terme écrivain. Je trouve qu'il faut le garder. Je suis d'accord avec vous. Et est-ce que votre sœur a lu le livre? Bien sûr qu'elle l'a lu. Oui, et alors?
Ça n'a pas été facile, mais vous savez, je pense que personne n'aime se retrouver dans un livre. Personne, et parce que on se voit dans un miroir qui n'est pas forcément le miroir qu'on aimerait contempler. Donc, mais bon. C'était une souffrance pour vous d'écrire ce livre? Non, c'est du travail. Voilà. Du travail. C'est pas de la souffrance. Non, pas du tout, jamais. Et vous allez continuer à travailler de cette façon? Tout à fait, puisque là, ce matin, j'étais déjà, j'étais avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation en train d'écrire le prochain. Ça ne s'arrêtera jamais, c'est votre vie, c'est votre rêve, vous l'avez concrétisé. Tout à fait. Mais là, j'en ai conscience, pas tous les jours, mais très souvent. On a tous nos passages à vide, évidemment. Et moi, je me dis, attends, n'oublie pas l'enfant que tu étais à 10 ans. Et qu'est-ce que tu veux faire, ma petite? Oh, je vais être écrivain. N'oublie pas cet enfant-là. Voilà. Et nous, on ne va pas oublier de conseiller à celles et ceux qui nous écoutent de lire Les Sœurs et autres espèces de vivants, La rencontre chez Harléa, parce que c'est un livre en plus passionnant et émouvant. Merci d'avoir écrit, Elisabeth Berrier. Merci, Jacques Pessy. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.